Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous allons débattre et commenter l'actualité comme tous les matins. Et puis on parlera rugby féminin à 10h. Restez avec nous, on sera avec François Trio. Aujourd'hui pour commenter l'actualité, Alexandre Malafaye, bonjour. Président du think tank Sinopia. Alex Darmon, bonjour. Journaliste politique, votre chaîne de débat politique Les Indécis, on peut la trouver sur YouTube. Bonjour, Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour. Et Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Valérie. Directeur général de l'IFOP, et je rappelle votre dernier livre, La fracture, aux éditions Les Arènes. Beaucoup de sujets, la justice en France avec les mises en examen de Monsieur Collère, de Monsieur Dupond-Moretti. On en a parlé hier. La République exemplaire voulue par Emmanuel Macron mise à mal. Mange tes morts. Une députée ne devrait peut-être pas dire cela. On l'a déjà évoqué ici en direct juste après le tweet, mais on va y revenir. Et puis les grandes villes qui boycottent la Coupe du Monde au Qatar. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons peut-être avec vous, Rafik Smati. C'est un petit peu en marge de l'actualité qu'on retrouve à la une des médias, mais c'est intéressant d'en parler. Il y a 2 jours, au Burkina Faso, en Afrique, vous avez eu des slogans anti-français et des acclamations pro-russes. Et en fait, ce qui est en train de se jouer en ce moment en Afrique, et on l'a vu d'ailleurs quand la France a quitté le Mali avec les milices Wagner qui sont allées sur place pour faire passer un charnier pour le mettre sur le dos de la France, alors que c'était évidemment fomenté par les Russes. Il y a aujourd'hui une entreprise de déstabilisation de la France en Afrique, pour nous discréditer, pour manipuler les peuples africains contre la France. Et face à ça, vous avez ce que j'appelle les pseudo-patriotes français, qui, plutôt que de prendre parti pour la France, eh bien, décident de soutenir l'action de la Russie et de leur régime fort qu'ils vénèrent. Eh bien, cette époque-là, qui est une époque grave, qui est une époque sombre, a au moins le mérite de faire tomber les masques. Et ceux qui, à l'extrême droite, aujourd'hui, marquent des buts contre leur camp, c'est-à-dire critiquent la France et vénèrent un régime russe qui nous veut du mal, eh bien ces gens-là sont le contraire des patriotes. Ce sont, j'allais dire, des traîtres à la nation. En tous les cas, ils sont complices de ce qui nous affaiblit, et moi j'appelle pas ça du patriotisme. Oui, il y a que l'extrême droite qui soutient la Russie ? Non, malheureusement, dans une grande partie du spectre politique français, non, mais vous avez raison de le dire, évidemment. Ouais, mais c'est vrai que ce qui se passe au Burkina Faso est assez peu mis en avant, enfin, ou en tout cas expliqué sur les différentes antennes, et c'est vrai que ce qu'on a pu voir là-bas était assez sidérant et choquant. Alexandre, vous voulez réagir ? Rafik Smati a raison de fustiger tous ceux qui tapent sur la coque du bateau France pour l'enfoncer un peu plus. Maintenant, il y a un vrai sujet aussi, c'est la politique africaine de la France. Oui. Depuis une quinzaine d'années, j'allais dire même depuis une dizaine d'années, a vraiment pas été peut-être la plus adaptée. On aurait dû prendre en considération l'évolution d'un certain nombre de pays africains, l'évolution de leur gouvernance, l'évolution de la qualité de leurs dirigeants. On aurait dû penser effectivement mieux comprendre que voilà les réflexes du passé, la façon de faire du passé étaient peut-être plus celles qui étaient attendues, et on a beaucoup tardé, et on a continué en fait à cultiver une certaine forme d'attitude un peu de domination par rapport à des nations plus petites, naturellement suspectées de corruption, et on a envoyé plein de mauvais signaux, et petit à petit effectivement on a fragilisé notre position, et le sujet qui concerne comme l'influence internationale de la France, qui est un sujet majeur sur lequel on a pratiquement tout ce qu'il faut pour avoir une puissance qui reste une puissance de grande influence, ces leviers-là, ces sujets-là, depuis très longtemps, on les néglige. Voilà. Et donc ceci explique aussi en partie cela, malheureusement. Oui, Frédéric. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais bien sûr, j'en ai entendu parler. Il y a eu un très bon documentaire sur Arte il y a quelques semaines sur l'entrisme russe, aussi bien militaire que financier. Il y a aussi l'entrisme chinois en Afrique. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ce que dit Rafik Smati sur l'extrême droite, une partie du personnel politique a une certaine bienveillance vis-à-vis de la Russie, l'opinion publique est beaucoup plus homogène. En tout cas, ce personnel est en décalage total avec la vision du conflit, par exemple en Ukraine, par les Français, qui s'y intéressent beaucoup, qui sont toujours extrêmement inquiets, alors que c'est maintenant depuis février qu'il a commencé. Quand on demande qui est responsable de ce conflit, voilà, la Russie sort de manière
massive, on est sur du 92%, et il y a un rejet de Vladimir Poutine qui est encore plus fort que celui que l'on mesurait avant-guerre, et alors qu'il était déjà très majoritaire. Je ne suis pas expert non Alex plus, Zarmon. mais on nous parle du nouveau monde depuis 2 ans. En fait, les alliances sont en train de se dessiner, chacun rejoint son camp, malheureusement, et je pense que ça dépasse même le principe même de la France. C'est une guerre mondiale qui est en train de s'annoncer. Alors, je suis peut-être un peu alarmiste, hein, mais c'est peut-être une guerre froide, j'en sais rien, une guerre complète, mais on est en plein dedans, en fait. Donc, c'est en train d'attaquer le continent africain, entre guillemets, et ils choisissent leur camp, clairement, et on le voit. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, et puis ce qui est frappant dans les images, et ce qu'évoquait Rafik Smati, c'est la manipulation, et c'est terrible quoi, de voir qu'il n'y a finalement aucune voie pour essayer. C'est aussi une vengeance des Russes. Hein, quelque part, ils exploitent la nature horreur du vide, on a des positions de faiblesse, ils attaquent fort par rapport à une situation où de l'autre côté on les attaque aussi. C'est un jeu, c'est pas nouveau, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alexandre, vous, c'est un coup de cœur à Aurore Berger. Oui, c'est inhabituel, hein, on est d'accord. Non, mais en fait, elle a décidé d'essayer de faire respecter une promesse du candidat Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'engager dès 2023 une révision à la baisse du barème de l'impôt sur les successions. Évidemment, tout le monde monte au créneau pour dire que c'est pas le moment, donc la promesse est retardée. Donc c'est un coup de cœur, mais en fait c'est aussi façon coup de gueule, parce qu'après tout on le dit, on le fait pas comme d'habitude. Mais surtout parce qu'en fait, je trouve qu'il y aurait d'abord une réflexion générale sur l'utilisation et l'efficacité de la levée de l'impôt en France, parce que quand même, on dit toujours plus d'impôts, ça fera plus de justice. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment pu démontrer que la justice était à chaque fois au rendez-vous, hein, vu l'état de la perception des injustices en France. Et deuxièmement, je pense que l'impôt sur les successions, c'est vraiment l'impôt le plus absurde qui soit au sens de l'injustice, parce que c'est un impôt anti-famille. Et on ne peut pas avoir un discours, on veut que les familles quand même soient là pour faire des enfants, pour construire des générations futures, et aussi assumer un rôle qui est aussi un rôle de protection, et en fait à chaque fois qu'il y en a un qui part, prendre entre 20 et 60%. Voilà. Et c'est à peu près ça la réalité. Alors les petits patrimoines passent un peu sous le filet, parce qu'en dessous de 100 000 euros il ne se passe pas grand chose, mais dès qu'on est au-dessus, et dès qu'en plus on sort de la ligne directe, c'est-à-dire parents-enfants, on va jusqu'à 60% de taux de prélèvement. Et vous m'excuserez, j'ai regardé dans le monde entier, ça n'existe nulle part ailleurs, même dans les pays totalitaires, et la France fait quand même partie des pays qui lèvent, on est dans le top 3 des pays qui lèvent le plus d'impôts au monde sur les successions. Et c'est un impôt non seulement qui ne permet pas aux familles d'assumer leur capacité finalement à construire des destinées où il y a un peu de protection qui se transmet, et malgré tout dans le monde d'aujourd'hui c'est pas idiot de protéger les siens à 2 ou 3 ou 4 ou 5 générations. Évidemment il faut qu'il y ait une redistribution à un moment ou à un autre, mais on ne peut pas prendre 50%, ça me paraît absurde. Et je trouve que c'est d'autant plus terrible que je crois qu'on devrait s'inspirer de ce qui a été fait début des années 2000, où en fait on a finalement remis en cause la succession sur la transmission d'entreprise. On s'est rendu compte des effets extrêmement pervers que ça avait eu, où ça n'avait pas détruit pour le coup des familles, mais ça avait détruit des entreprises familiales, et ça a déstabilisé le tissu industriel français. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que ça déconstruit dans la durée, cet impôt absurde. Et vous prenez le cas, par exemple, d'une famille où, par exemple, une tante n'a pas avoir d'enfant, ou n'a pas pu en avoir pour des questions personnelles ou de santé, et ben, à sa mort, 55% part dans les caisses de l'État. Je ne vois pas où est la justice derrière ça. Et donc, ça mériterait qu'on y travaille enfin un jour sérieusement, et pas dans une logique toujours plus d'impôts ferait plus de justice. Que disent les Français, Frédéric Dabi, sur ce sujet de... Alors, je trouve déjà l'argumentation implacable. On sait qu'en France, il y a une vraie fixation, une obsession des inégalités, des injustices. C'est le pays où vraiment, il y a une dimension, on regarde beaucoup l'assiette du voisin, et cette vision un petit peu catégorielle structure dans le contexte de crise ce que nous disent les Français. Alors, faut avoir en tête que ce que vous dites, c'était dans l'offre programmatique de Valérie Pécresse pendant l'élection présidentielle. Elle l'a quand même mis en avant de manière non négligeable pour, il faut le dire, s'attirer un électorat âgé. Elle ne l'a pas emporté, mais effectivement, ce débat mérite d'être posé, mais sur l'angle de la transmission de la justice, parce que il y a quand même eu pendant longtemps des gouvernements de droite qui ne l'ont pas mis en œuvre. Je crois que François Hollande avait au contraire renforcer la fiscalité sur les donations, et il avait été, entre guillemets, dans les enquêtes d'opinion, sanctionné par l'électorat âgé. Rafik Smati, parce qu'il y a beaucoup de personnalités, on voit aux États-Unis ou ailleurs, qui n'ont pas envie de transmettre énormément d'argent à leurs enfants. Beaucoup de gens, moi je connais des banquiers qui sont farouchement contre la levée de cet impôt. Rafik Smati.
Là, on est en train effectivement de parler de situations aux États-Unis où vous avez des multimillionnaires, des multimilliardaires et qui n'ont pas envie de faire de leurs enfants des enfants gâtés, mais qui leur donnent malgré tout un petit matelas de sécurité. Parce que quand Bill Gates décide de garder 10% de sa fortune pour ses enfants, ça fait un petit peu d'argent quand même. Beaucoup d'argent. Encore une dizaine de milliards. Donc, évidemment que le sujet qui est soulevé par Alexandre Malafaille est pertinent. Aujourd'hui, on ne peut pas, philosophiquement, on ne peut pas justifier à qui que ce soit que plus de 50%. Si moi demain, Valérie, je décide de vous faire un don en guise de succession, eh bien l'État va toucher plus que vous. 60%. 60%. Ce qui est quand même assez, ce qui est philosophiquement inacceptable. Et je crois que on sera tous d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'avoir une politique de redistribution en France, que les excès doivent être corrigés et que les impôts sont une façon de corriger les excès. Mais là, on n'est pas en train de parler d'excès. On est en train de parler de quelque chose d'inacceptable. Inacceptable. On a gagné cet argent et on doit encore. Il a été taxé et on doit repayer, retaxer. C'est assez amusant quand même, parce que Frédéric Dabi disait que c'était une idée de Valérie Pécresse. En vérité, c'est une idée de Nicolas Sarkozy, encore une fois. Emmanuel Macron repompe une idée de Nicolas Sarkozy. Il l'a pas fait. Sarkozy avait fait ce qu'on appelle le don, exonérer les dons. Les 100 000 euros. Voilà, familiaux. Et il était parti pour aller faire ça sur les droits de succession dans un deuxième quinquennat qu'il n'a pas obtenu, mais c'était dans son programme. Donc, on revient toujours au même débat. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, sur le fait que c'est logique, que les arguments sont implacables, mais on repart, pour moi, dans encore des arguments politiques, c'est une fois de plus la preuve que Emmanuel Macron est un président de droite et qui veut, c'est la vérité, et qui veut satisfaire les familles de droite. Après, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, sur le fond, bien évidemment que c'est pas normal, voilà, que l'État s'enrichisse. Mais en revanche, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que dans un vrai modèle libéral, paradoxalement, dans un vrai modèle libéral, les impôts de succession sont forts. Pourquoi ? Parce que les autres impôts sont faibles. C'est-à-dire que le vrai modèle libéral consiste à dire que le système est favorable pour créer des richesses et pour permettre à des fortunes de se construire. En revanche, à la fin de la vie, il y a une redistribution qui est globale. Or, le problème que nous avons en France, c'est la double peine. C'est-à-dire que le travail coûte très cher, le capital coûte très cher et la transmission coûte très cher. Non, mais ce qui serait juste intelligent, c'est sur ce sujet-là, c'est de faire une véritable étude d'impact, de regarder concrètement ce que ça veut dire, comment ça marche, et après de livrer aux Français une analyse pour dire, en fait, on se rend compte de tous les effets pervers, donc il faut corriger le tir. Parce qu'il y a beaucoup d'effets pervers, qu'après il y a des impôts, il n'y a pas de sujet, mais que là, il y a beaucoup d'effets pervers, beaucoup plus que je crois que le coût-bénéfice n'est pas en faveur de cet impôt. Allez, c'est la pause, petite pause de pub, mange tes morts, on va y revenir évidemment dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec vous jusqu'à 10h avec Frédéric Dabi, Alex Darmon, Rafik Smati et Alexandre Malafaille. Alors, avant de vous donner la parole, Frédéric, juste un mot, un petit coup de colère. En ce moment, c'est la Fashion Week à Paris, donc je pense que ça, c'est évidemment, si vous n'êtes pas parisien, ça vous échappe peut-être, mais on avait dit avant le Covid, les choses vont changer, on va arrêter cette débauche d'argent, cette débauche de moyens. Alors c'est une industrie qui rapporte beaucoup, mais on voit des constructions phénoménales, gigantesques pour des défilés qui durent 10 minutes. Et le summum, je crois que ça a été Balenciaga qui a fait défiler ses mannequins dans la boue. Donc on a l'impression que c'est aller toujours plus loin. Aussi le sac à main en forme de chips. Le sac à main en forme de chips, mais ça fait le buzz. Et d'ailleurs on en parle. On devrait peut-être pas en parler, mais c'est juste de se dire, voilà, les gens s'étaient dire, oui, on fera moins, sauf qu'il y a des défilés où il y avait 1000 personnes qui viennent du bout du monde. On parle de sobriété énergétique. Exactement, c'est ce qui m'exaspère. Vous avez tous ces influenceurs, tous ces gens sur les réseaux sociaux qui nous parlent d'écologie, de sobriété énergétique, de protection de la planète, et pour 10 minutes, pas plus, de défilés de mode. On fait des podiums, on construit des choses, on fait venir des gens de l'autre bout du monde. Et puis là, par contre, on oublie tout ce qui est planète, tout ce qui est écologie, parce que ça vaut le coup, parce que c'est de la mode et c'est joli. Ça m'exaspère réellement. Enfin, vraiment, je vous invite à aller voir ça. Et puis ils oublient, ils n'en parlent pas dans leur story, les influenceurs et tout ça. Ils parlent pas à ce moment-là de sobriété énergétique, peut-être parce qu'ils sont pas payés, peut-être, ou alors qu'ils sont invités, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment scandaleux. Mais c'est scandaleux. Quand on voit les podiums qui sont construits, 1000 personnes qui viennent du monde entier. Moi je vois, donc, au pied du Trocadéro, chaque année il y a un chantier qui dure entre 10 et 15 jours pour monter une immense estrade qui fait sans doute 30 par 30 ou 40 par 40, et ça dure le temps d'une journée, même pas le temps d'une journée, et c'est redémonté le lendemain. C'est monstrueux. Donc voilà, c'était mon petit... Mais alors la question que je voudrais vous poser, mais ça rapporte 10 milliards de chiffres d'affaires. C'est que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la mode. Est-ce que cette débauche de moyens et d'artifices compense une vacuité dans la qualité des créations ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est de l'image, c'est de l'entre-soi, et en même temps, ça fait parler, ça rapporte quand même, c'est vrai, beaucoup d'argent. 10 milliards. Mais en tout cas, le grand public est complètement étranger à cela. Et on a un petit parce baromètre. Que je disais Paris, Valérie, même Paris, on s'en fout. Pour le fait, tout le monde s'en moque. Je vais citer notre baromètre fiducial pour Match et Sud Radio. Quand on a les conversations des Français, on avait testé une année la Fashion Week, c'était bien sûr en dessous de 5%. Voilà, c'est un autre monde, effectivement. C'est un autre monde, mais qui génère beaucoup d'argent. Et qui... c'est tout à fait mais on parle de sobriété. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Absolument. Alors, votre coup de gueule. Alors, c'est un coup de gueule. Plutôt revenir sur cette fameuse phrase de Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Alors, tout le monde s'est focalisé sur la fameuse expression « J'étais allemand, j'étais mort ». Je voudrais qu'on lise le tweet. Alors, elle a fait un tweet hier matin, en début de matinée, pour dire... On a commenté en direct, mais on peut y revenir. Bonjour à tous et toutes, sauf à ceux qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran comme l'oppression, contre l'oppression, pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts. Alors, moi, je ne vais pas revenir sur la dimension vulgaire et outrancière. C'est ce qu'a dit ce matin, par exemple, au micro de Patrick Roger, Éric Woerth. Est-ce qu'une députée devrait parler comme cela ? Moi, l'expression « mange tes morts », oui, elle peut bien sûr surprendre, elle peut apparaître vulgaire. Ce sont des vieux débats. Je suivais déjà la vie politique il y a très longtemps comme post-adolescent. Il y a une trentaine d'années, le débat médiatique se focalisait sur la manière de parler de la première ministre de l'époque, Édith Cresson. Et ça rien à cirer. La bourge n'a rien à cirer. Les Anglais sont des homosexuels. Elle n'avait pas dit ce terme-là. Les Japonais se comportent comme des cloportes, etc. Des fourmis. Comme des fourmis. Ouais. Pardon pour les cloportes. Donc, moi, je mettrai en avant 3 dimensions liées à cette affaire qui ont été peut-être moins citées. D'abord, avec le buzz qu'il y a eu autour de cette affaire, on a rendu hommage à Charles Pasqua. Que disait-il, Charles Pasqua ? Quand il y a une affaire qui vous gêne, susciter une autre affaire pour oublier la première affaire. Et c'est vrai que l'avalanche de réactions sur ce tweet a mis de côté la gêne de la France insoumise, l'incohérence qui est en France, le voile, c'est très bien, c'est un signe d'embellissement, disait Sandrine Rousseau, alors que en fait en Iran, les femmes font ce qu'elles font de manière absolument exceptionnelle et courageuse. Non pas, c'est pas pour se vêtir comme elles le souhaitent, mais c'est pour se libérer du joug islamiste et du voile. Non, et c'est vrai que Sandrine Rousseau, lorsqu'elle a été sifflée, c'est à la genèse du tweet en réaction de Daniel Obono, a payé cette véritable incohérence. Je me comporte différemment vis-à-vis du mouvement des femmes iraniennes et vis-à-vis des femmes françaises de confession musulmane. Et surtout parler d'oppression, elle lit en fait dans son tweet, Daniel Obono, oppression des femmes françaises. Oui, ce qui est bien sûr... comparé aux femmes iraniennes, je pense parce qu'elles risquent leur peau. On a tous les jours, il y a eu dans une université la police qui a fait une descente extrêmement sanglante. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, ce type d'affaires, ce type de buzz, c'est une formidable fabrique d'abstentionnistes, de personnes qui vont se désintéresser de la chose publique. Quand on interroge les Français qui quittent l'intérêt pour la vie politique, c'est « vous n'abordez pas les sujets qui me concernent ». Et là, le buzz sur une expression, on est absolument là-dedans. Troisièmement, et je citais un sondage de mes confrères Ipsos dans Le Monde de ce matin qui s'appelle « Fracture française », ça apporte une brique supplémentaire à la perte de crédibilité de la France insoumise, de sa véritable outrance dans l'enquête dont je parlais. Quand on demande chacun des partis suivants mène-t-il une bonne opposition, seuls 24% citent la France insoumise, 35% le Rassemblement national. Il y a une compétition entre les deux partis tribuniciens pour constituer une alternative à Emmanuel Macron. L'affaire Quatennens, les déclarations de Daniel Obono, qui fait suite à des déclarations, je ne vais pas citer Rachel Garrido il y a quelques mois, etc. Tout ça enracine la France insoumise dans une fonction tribunicienne, absolument un peu une politique de gribouille qui n'intéresse pas et qui n'est pas au cœur des attentes des Français. Sandrine Rousseau, elle répond que ce sont les médias. Hein. On va y revenir dans un instant. On pourra débattre. Vous avez très bien posé le débat, Frédéric Dabi. On se retrouve dans un instant, pub, et on continue de débattre. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à 10h, avec Alexandre Malafaye, Rafik Smati, Frédéric Dabi et Alex Darmon. Donc vous avez bien posé la problématique de la France insoumise. Hier, nous avions Samuel Lafont du Parti Reconquête qui citait Éric Zemmour, qui, je trouve, a bien résumé la complexité pour la France insoumise. Il disait « On ne peut pas être Mahomet à Paris et Voltaire à Téhéran ». Et c'est un peu cela, c'est-à-dire quand on dit que le voile est un embellissement, on a un petit peu de mal à justifier la défense des femmes iraniennes. Mais pour revenir sur Danielle Obono, hier elle était chez nos confrères de BFM, c'est une séquence absolument sidérante, une fois de plus, où elle avait beaucoup de mal à se justifier sur l'expression en particulier « mange tes morts », écoutez. Je pense que vous savez utiliser un moteur de recherche et vous saurez avoir l'explication, et c'est un tweet... forme de boutade de salutation du matin, qui n'a pas besoin de plus de commentaires. Je sais que vous adorez faire ça. Je crois que la situation aujourd'hui en Iran est suffisamment importante et sérieuse pour justement éviter les instrumentalisations politiciennes. Voilà, sous forme de boutade, parce qu'on fait une boutade pour parler de femmes qui sont mortes, qui ont été tuées. Voilà, c'est une boutade. On fait une boutade le matin, comme tout le monde, sur n'importe quel sujet. Alex, non, mais franchement, quel culot. Honnêtement, moi, je veux vous dire, vous parliez tout à l'heure, Frédéric Dabi, de machines abstentionnistes. On est quand même des gens qui sont concernés par la chose politique. Vos auditeurs aussi, j'en suis sûr. Et moi, j'en ai marre, en fait. Oui, bien sûr. Moi, honnêtement, j'en ai marre. Mais alors, est-ce qu'on devrait arrêter de le commenter? C'est aussi la question. Mais non, parce qu'on rentre dans une nouvelle époque, en fait. On rentre dans l'époque du buzz, où dès qu'on peut interpeller et après aller s'expliquer sur un plateau en disant allez chercher sur un moteur de recherche et prendre les gens encore plus de haut, alors qu'on vient de le faire sur Twitter, on le fait. Danielle Obono, aujourd'hui, je suis désolé, on dit que c'est vous parlez pas de l'insulte. Moi, je vais en parler. Mange tes morts, c'est une insulte. Hein. C'est une insulte gitane. C'est une insulte gitane. Qui veut dire déterrer vos ancêtres. Vous méritez pas de leur appartenir et d'appartenir à leur famille. Enfin, c'est quand même scandaleux de tenir des propos comme ça sur un sujet aussi grave. C'est banaliser la parole politique. C'est dire que la chose politique n'a plus d'intérêt et qu'on peut parler comme si on était en train de jouer au foot avec ses potes. C'est exactement ça, en vérité, le problème aujourd'hui. Et c'est le problème dans tout ça, c'est pas si c'est qu'elle tient ses propos, mais en plus c'est qu'elle est soutenue derrière. Elle est soutenue par, on va en parler tout à l'heure, par une fille comme Sandrine Rousseau, par une femme comme Sandrine Rousseau. Donc en fait, le vrai souci dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui la gauche, pour moi, est tombée plus bas que terre, que plus personne n'arrive à s'en sortir de ce côté de l'échiquier politique, et que maintenant, pour exister, on parle plus de la chose politique, de choses sociales, on parle simplement de formulation et de créer le buzz et faire des coups de communication. Et ça, à mon avis, la gauche ne s'en remettra pas. Mais Sandrine Rousseau dit que ce sont les médias, c'est ce qu'elle disait hier chez nos confrères de France Inter. Elle disait, mais moi je parle d'écologie, mais moi je parle de société, vous ne reprenez pas ça, vous ne reprenez que le buzz. Quand on s'attaque aux médias, généralement dans une société, c'est que ça commence à être le bordel quelque part. Je vous le dis franchement. Quand on dit que c'est de la faute des médias et des journalistes qui ne font pas leur métier... C'est le discours de Mélenchon. C'est la rhétorique de Mélenchon depuis maintenant plusieurs mois. Et quand vous regardez les guerres successives dans le passé, quand on commence à s'attaquer aux médias, ça veut dire qu'il va y avoir un problème par la suite. Rafik Smati. Ce qu'il y a quand même d'assez extraordinaire avec cette gauche, je dis cette gauche parce qu'il y a... une gauche qui est républicaine et qui est responsable, même si elle ne se fait plus trop entendre. Ce qu'il y a de lamentable avec cette gauche-là, qui est incarnée par la NUPES, c'est que sur tous les sujets essentiels, ils sont à contre-courant. Vous prenez la question de l'écologie. Ils préfèrent ouvrir des centrales à gaz et au charbon plutôt qu'ouvrir des centrales nucléaires. Quand on défend l'écologie, on doit être pour le nucléaire. On ne doit pas être pour le fait d'ouvrir une centrale à charbon. Ça, c'est la première chose. Sur la politique sociale, ce sont des personnes qui aujourd'hui cautionnent la rupture du modèle social français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un modèle social qui fait de la France le pays en tête des pays de l'OCDE en matière de prélèvement obligatoire. On endette les générations futures. Et donc, on met un argent considérable, un argent public considérable pour notre modèle social. Et en face de ça, on a des hôpitaux qui s'effondrent, une éducation nationale qui s'effondre, des aînés qui sont maltraités. Donc, on a un modèle social qui ne fonctionne pas. Mais eux, ils veulent plus d'argent. Plus d'argent, augmenter les impôts, augmenter la dépense, pour cautionner un modèle social qui ne fonctionne pas. Et puis, vous prenez cet exemple de l'émancipation des femmes, qui est quand même pas un petit sujet. Ce qui est en train de se passer en Iran, c'est historique. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à une déstabilisation du régime, mais j'ai envie de vous dire, souhaitons-le. Donc, face à des enjeux d'une telle nature aujourd'hui, on n'est pas dans une période de l'histoire où il se passe rien. Enfin, on est quand même dans un moment de l'histoire
où il y a des enjeux majeurs, où il y a des décisions politiques qui sont fortes, qui doivent être prises, et où il y a une exigence de cohésion nationale. Et dès que vous avez des politiques de cette nature qui, pour se donner une légitimité télévisuelle et médiatique, en gros, pour qu'on parle d'eux, vont instrumentaliser des causes qui sont nobles et qui les transforment en des sujets de buzz et qui les abîment, qui les salissent, j'ose le mot. Pour moi, c'est la politique dans ce qu'elle a de plus détestable, dans ce qu'elle a de plus minable. Malheureusement, il faut en parler, parce que ces gens-là ont un pouvoir de nuisance qui est aujourd'hui extrêmement important. Ils ont les micros, ils sont influents sur les réseaux sociaux, ils ont compris les ressorts de l'époque qui est de cette société du spectacle, que l'on peut regretter, mais c'est comme ça. Et donc, ils se sont appropriés ces outils-là et ils font beaucoup de mal. Eh bien, il faut les contrer. Il faut les contrer argument par argument et puis démontrer à tout instant leur imposture, parce que ce sont des imposteurs. Ouais, parce que juste répéter aussi ce qu'a dit Sandrine Rousseau hier, elle dit les femmes iraniennes se battent pour s'habiller comme elles le souhaitent. C'est faux. C'est absolument honteux et scandaleux de dire une chose comme celle-là. C'est une société islamique qu'elle rejette. C'est honteux de dire cela. Les cheveux, elles se coupent les cheveux. Enfin, elles peuvent mourir pour ne pas porter leur voile. C'est scandaleux. Alexandre Coluche avait eu un mot très juste. Il disait, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui en politique. C'est le reflet bien souvent d'une pensée politique d'une pauvreté extraordinaire. Et tout ça a été très bien théorisé par M. Mélenchon, qui disait il y a quelques années, je suis le bruit et la fureur. Ouais. Et l'instrument de travail principal de ces mouvements-là et d'un certain nombre de leaders, c'est de rentrer effectivement dans le bruit et la fureur pour en effet faire du buzz, en effet faire des polémiques, en effet jeter en pâture l'un ou l'autre. C'est le cas de M. Bayou, on verra ce que ça donnera par la suite. Et c'est assez terrifiant, c'est un véritable climat de terreur qui est en train de régner. La seule bonne nouvelle qu'on voit, c'est que ce climat de terreur et ce bruit et la fureur, de temps en temps, ça rattrape leurs propres auteurs. Je pense à M. Quatennens, par exemple, qui a été un des grands artisans du bruit et de la fureur, et qui était effectivement un grand défenseur de la cause des femmes, et qui tout d'un coup est broyé par la machine dans laquelle effectivement il a contribué à broyer beaucoup de monde. Frédéric. Oui, autre élément qui confirme ce que dit Alexandre, les Français ne sont pas dupes. Je fais référence à notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio d'il y a 15 jours sur les traits d'image associés à Jean-Luc Mélenchon. C'est l'homme politique qui inquiète une majorité de Français. Il inquiète plus les Français que n'inquiétait en son temps Marine Le Pen. Et quand on demande aux Français, y compris ceux de gauche, est-ce qu'il est un atout ou un handicap, et est-ce que LFI est un atout ou un handicap pour revenir au pouvoir, il est pour 2 tiers des Français vu comme un handicap, et pour 4 sympathisants de gauche sur 10 comme un handicap également. Donc les choses se voient. Oui. Juste, j'aimerais revenir sur un propos que vous tenez, Rafik Mati, sur la gauche républicaine. Mais elle est où cette gauche républicaine ? Moi, je veux bien qu'on parle de gauche républicaine. La France a besoin de la gauche. La France est un pays qui a besoin de la gauche, qui a besoin d'un bipartisme politique. 45% des Français se positionnent toujours très à gauche, au centre-gauche ou à gauche. Mais la traduction via des partis politiques est désormais inexistante. Il y a une gauche qui est chez Macron, il y a une gauche qui est encore au PS, mais qui est broyée, si je puis dire, par l'alliance avec la France Insoumise. Ça se passe à gauche, ça se passe désormais presque nulle part. Mais justement, moi j'aimerais bien entendre cette gauche républicaine. On l'entend pas. Alors c'est qui aujourd'hui la gauche républicaine ? C'est le Parti Socialiste ? Vous avez qui au Parti Socialiste ? Vous avez quelqu'un qui s'appelle Boris Vallaud, qui est quelqu'un d'intelligent, mais qu'on n'entend pas depuis des semaines, qui ne parle pas. Vous avez Lamia El Arraj, qui pour le coup parle, s'exprime, mais qui n'est même pas élu, qui n'a même pas été élu. Qui a été écarté par la coalition de gauche, par la NUPES. Donc moi je veux bien qu'on parle de gauche républicaine, mais c'est pas vrai. Enfin, faut dire les choses. Elle n'existe plus, cette gauche républicaine. Non, ce qui n'existe plus, ce sont les représentants politiques de la gauche républicaine. Mais vous avez dans l'opinion publique aujourd'hui une grande partie des Français qui se considèrent de gauche républicaine. Et ensuite, la politique, c'est pas une affaire de demande, c'est une affaire d'offre. Et aujourd'hui, l'offre n'existe pas. Voilà. Mais la nature a redu. Donc, ce sont les conséquences de l'effraction de 2017. Tout d'un coup, tout a été chamboulé. Et du jour au lendemain, on a fait rentrer une quantité phénoménale de gens qui n'avaient pas de passé ou pas d'histoire politique, pas de construction solide et sérieuse, et qui se sont retrouvés au premier plan. Donc depuis ça fait le flanc. C'est aussi parce qu'on a détruit cette gauche républicaine. Ah oui, bien sûr. Mais pas forcément qu'Emmanuel Macron. Non, ça a commencé avant. Mais qu'elle s'est autodétruite, pardon. Les gens de gauche, on a sorti François Hollande, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sort Bernard Cazeneuve, on sort Manuel Valls, où on se moque de lui toutes les 10 minutes. Les partis
partis politiques, moi j'en ai un peu l'expérience d'un des deux grands, puisque j'ai milité pendant quelques années à l'intérieur d'un des deux grands partis, ça remonte aux début des années 2000, je peux vous dire que les Verts étaient dans le fruit, que les ferments de la destruction étaient là. Il y avait un refus total de ce parti en tout cas, de penser, de réfléchir avec les gens, de tenir compte de situations. Le seul modèle, la seule finalité du parti, ça m'a été expliqué par un des grands classiques du parti un jour, parce que moi j'avais tenté de faire des trucs, il m'a dit écoutez Alexandre, la seule réalité de notre existence politique, nous en tant que parti, c'est on a le pouvoir, on fait tout pour le garder. On n'a pas le pouvoir, on fait tout pour le reprendre. Et le reste, c'est secondaire. Et Frédéric Dabi disait que 45% des Français se considéraient comme étant de gauche. Je peux vous dire que, je ne veux pas lire entre les lignes de votre sondage que je n'ai pas vu, mais je peux vous dire que dans ces 45% de Français qui se déclarent de gauche, l'essentiel sont probablement pro-business, pro-entreprise. L'essentiel sont contre l'islamisme, défendent l'idée à la laïcité. C'est un de leurs mots préférés. Ils sont tous du côté des forces de l'ordre. Ils sont tous pour l'idée de renforcer nos effectifs de forces de sécurité et le budget de nos armées. Donc là encore une fois, le drame que nous avons aujourd'hui dans notre paysage politique français, c'est que vous avez des personnes qui se sont arrogées les idéaux de la gauche et qui sont en train de les travestir. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais les idéaux de gauche, l'égalité, la liberté, la fraternité, la laïcité, et j'ai même envie de vous dire le libéralisme qui est à l'origine une valeur de gauche, aujourd'hui ne sont pas incarnés. Allez, petite pause et on se retrouve après. On va parler de Julien Bayou qui s'exprime pour la première fois depuis la sortie de Sandrine Rousseau. C'est ce matin dans Le Monde. À tout de suite. Super, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h avec vous. Nous commentons l'actualité. Alors Alex Darmon, sujet ce matin dans l'actualité, c'est Julien Bayou qui a accordé une interview à nos confrères du Monde. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis les accusations de Sandrine Rousseau. Et ce qu'il dit, c'est le privé ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiciennes. Et il raconte le côté absurde ou kafkaïen. Il fait référence à Kafka dans l'interview. Vous voulez revenir sur cet entretien donc, qui sera à lire dans Le Monde aujourd'hui? Oui, c'est un peu le prolongement de ce qu'on disait avant la publicité. Cette phrase qui est importante dans son article et dans sa déclaration, je suis présumé coupable. C'est-à-dire que normalement on parle de présomption d'innocence et là, en fait, il estime être accusé, pour lui à tort, que ce qu'il expliquera et ce qu'on pourra lire dans Le Monde cet après-midi, que tout ce dont on l'accuse. Il n'y a pas d'accusation, je ne peux pas m'en défendre et pourtant je suis présumé coupable. Mes accusatrices disent elles-mêmes qu'il n'y a rien de répréhensible. C'est quand même très très grave en fait. Si c'est le cas et il va s'en expliquer, ses avocats ont pris la parole. C'est quand même la première fois qu'il prend la parole depuis cette affaire de Sandrine Rousseau sur le plateau de C'est à vous il y a 10 jours, qui l'accuse en fait d'avoir pas violé parce que c'est pas le terme, mais en tout cas d'avoir harcelé son ex-compagne. Enfin voilà, c'est le prolongement de ce qu'on racontait juste avant sur les méthodes qui sont opérées et à la France Insoumise et à Europe Écologie Les Verts. Il met quand même en cause dans cet article aussi le fonctionnement interne des partis sur le fait de traiter les affaires de ce genre dans des commissions internes. Ce qu'on nous a vanté avant l'été, rappelez-vous, au moment de la présidentielle et des législatives, il remet ça en question sur le fait de dire ça ne peut pas marcher. Alors ça, je trouve ça quand même assez amusant, en disant ça peut marcher pour les autres, mais pas pour moi, parce que je dirige le parti. Bon, ça, j'arrive pas trop à comprendre par contre son idée. Moi, je pense que ça peut marcher pour personne. Vous avez une police, vous avez des autorités qui sont là pour normalement. Alors, je dis pas qu'ils le font bien parce que il faut encore former les forces de l'ordre pour ça. Mais normalement, vous avez des forces de l'ordre qui sont là pour accueillir les plaintes des plaignantes. Et en conclusion et en prolongement de cet article, il y a quand même, moi c'est dans Libération, ce que je trouve incroyable, ce qu'il a dit vendredi, sur le fait qu'il avait été mis sous surveillance par des militantes féministes. C'est-à-dire que c'est en train de s'organiser, que vous allez être, si vous êtes accusé alors que vous n'avez rien fait... Dès 2019, excusez-moi Alex. Dès 2019. Vous allez être suivi, vous allez être espionné par des militantes féministes. Enfin, on marche sur la tête en vérité. Donc en fait on est en train d'arriver à la fin d'un système. Je pense que ça va laisser des traces tout ça, ce qui est en train de se passer, et qu'on le minimise vraiment beaucoup, et que en fait on est en train de tourner une page dans cette lutte qui est MeToo, où là il va y avoir un revers de la médaille, et c'est pas bon en fait. Non, c'est pas bien. C'est pas bon. Il est interrogé, quel regard portez-vous sur le travail de la cellule dont vous avez validé vous-même le fonctionnement lors de la dernière réforme, donc c'était en février 2022. Il dit la justice est défaillante, nous avons donc été contraints d'inventer un cadre
cadre pour recueillir la parole des femmes. La société française doit affronter sa honte. Et il a raison, 0,6% des faits de viol rapportés par des majeurs débouchent sur des sanctions, 0,6%. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour la justice. Il dit, je ne parle pas, mais effectivement, il dit pour autant, ces cellules ne remplacent pas la justice, Rafik Smati. Vous savez, au-delà de l'affaire Bayou, parce que sur l'affaire Bayou, je ne vais ni le critiquer, ni le défendre. Il ne m'appartient pas de le faire dans un sens comme dans l'autre. Ce que je constate en revanche, du côté, encore une fois, de la NUPES, c'est cette géométrie variable selon de qui il s'agit, globalement. J'entendais ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste sur une antenne concurrente qui commentait les mises en examen de Alexis Kohler et de Éric Dupond-Moretti, et il criait au scandale, il appelait même à la démission, et là le journaliste lui pose à juste titre la question, oui alors dans ce cas-là, Adrien Quatennens, et là la réponse, oui mais c'est pas pareil, oui mais il s'est mis en retrait, parce que c'est un député, parce qu'il est élu. Oui mais voilà, et là ce qui est quand même, alors que dans un cas on est supposé avoir une présomption d'innocence, et dans un autre cas on a un homme qui a objectivement, et c'est un fait, c'est pas une supposition, levé la main sur sa femme, mais là on peut lui accorder des circonstances atténuantes. En revanche, les autres, il faut les envoyer au pilori. Non, ça, à un moment donné, il faut un petit peu, il faut une constance. Et je crois que la politique française se meurt de cette absence de constance et de cohérence dans les prises de position de certains dirigeants politiques. Et ça contribue à casser le pacte de confiance, précisément, qui lie la France, les Français plutôt, et leurs dirigeants politiques. Oui, peut-être un mot de Frédéric là-dessus. Non, mais très rapidement, il remet en cause fait l'entretien Sandrine Rousseau, qui a, lors de cet entretien, lors de cette prise de parole absolument hallucinante à C'est à vous la semaine dernière, sans contradicteur, en fin d'émission, a lancé cette affaire, et il dit quelque chose que je trouve très juste. Il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. Le macartisme, c'est j'ai des listes de communistes, de traîtres américains, et là c'est j'ai des listes d'hommes. Donc c'est vrai que c'est une sorte de dévoiement de la cause MeToo, de la cause du féminisme, qui est une cause infiniment juste et qui est vraiment quelque chose qui est au cœur de la révolte de la jeunesse. Vous avez cité gentiment mon livre. On voit très bien que chez les jeunes filles, le sentiment d'indignation face aux inégalités salariales, face à certains aspects et fonctionnements de la société est un véritable moteur, et là effectivement c'est complètement dévoyé. Oui, alors Alexandre, pour compléter ce que disait Axel Alexandre, c'est un point sur en fait ce que c'est en train de fabriquer, cette espèce d'accumulation de haine, de construction de haine dans cette classe politique entre les uns et entre les autres. Ça va nécessairement laisser des traces extrêmement profondes. Je ne sais pas comment ces gens pourront arriver dans la durée à travailler ensemble, à fabriquer ensemble une action politique, à voter des lois, à travailler en commission. Enfin, je dirais qu'il y a quelque chose d'absolument détestable, et ça va durer très longtemps. Enfin, quand on sait bien qu'en politique, il y a des coups bas. Il y en a toujours eu, mais jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, les coups bas, c'était souvent en off, quoi. Les trucs se réglaient dans les coulisses. Voilà, les gens sortaient du jeu, il y avait des alliances, il y avait des combinaisons. Voilà, là, tout est balancé comme ça, et on se sert de la pression médiatique, on se sert de l'humiliation publique pour écarter les gens, mais on ne peut pas construire durablement un modèle comme ça. C'est extrêmement dangereux. Et c'est vrai qu'il faut faire attention aujourd'hui sur l'exemplarité de la classe politique. La question d'Éric Dupond-Moretti et d'Alexis Kohler, évidemment, est posée. Et elle est posée non pas pour savoir s'il faut démissionner ou pas, mais moi, je prends l'angle sous un autre point, c'est-à-dire les Français sont devenus très, très, très agacés par tout ça. Leur niveau de tolérance est proche de zéro. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une construction dans la durée entre l'absence d'exemplarité, le deux poids deux mesures, le comportement des uns ou autres. Là, aujourd'hui, on ne supporte plus rien. Mais si on avait été un peu plus, on va dire, un peu plus respectueux des règles au niveau de la classe politique, je pense qu'on pourrait tolérer effectivement qu'il y ait à un moment donné une mise en accusation sans qu'à chaque fois ça se termine par une lapidation publique. Et Julien Bayou retournera à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit. Je voudrais qu'on dise quelques mots de la Coupe du Monde au Qatar avec Paris qui, à l'instar de plusieurs autres villes, a décidé de ne pas installer de fan zone, de pas d'écran géant. Et ce matin, David Béliard dénonce et regrette que le PSG appartienne au Qatar. Ouais, voilà. C'est bien. Moi, peut-être qu'il dormait depuis 10 ans, j'en sais rien. Oui, c'est ça. Non, mais c'est peut-être ça, en fait. J'allais dire, il vient de découvrir que la pluie mouillait et que franchement, le feu, ça brûle. Je suis désolé, mais ce que je disais au début de l'émission, si c'est ça, la politique, se dire à un mois de la Coupe du Monde de football, lamentable, on va interdire les fan zones. Bon, ok, c'est super, c'est génial. Et puis on a l'impression de participer et de faire la
révolution. Moi, je pense que, alors, ils regrettent que le PSG appartienne au Qatar. Le problème, c'est que le PSG va encore appartenir au Qatar après la Coupe du Monde. Et que c'est quand même un emblème de la ville de Paris, de Paris Saint-Germain. Qu'ils sont invités à des galas, que la ville de Paris participe financièrement. Alors, c'est pas très important, mais participe financièrement au budget du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui va se passer derrière, en vérité? Qu'est-ce qui va se passer? On rappelle que la Tour Eiffel s'était illuminée aux couleurs du Brésil quand Neymar est arrivé. Toujours David Béliard dit nous ne pouvons plus continuer à travailler avec des États qui vont à l'encontre des politiques que nous menons. Mais il vivait où, ce monsieur, depuis tant d'années? Puis on se réveille maintenant à un mois de la Coupe du Monde. Enfin, c'est qui a été lamentable. attribué il y a au moins 6 ou 8 ans, si je ne me trompe pas. 2010 ans même. 12 ans. Cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde au Qatar est objectivement un non-sens. D'abord un non-sens social et un non-sens écologique, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, on le sait depuis plus de 10 ans. Et s'il fallait s'élever contre cette décision, il aurait fallu le faire. Et ça aurait été peut-être judicieux de le faire, et peut-être que ça aurait changé le cours de l'histoire. Maintenant, on est à 1 mois ou 2 mois d'une Coupe du Monde qui doit être un moment de fête. Et je crois que le monde en a besoin aujourd'hui, des moments de concorde et d'unité. Parce que c'est la grande vertu du sport, c'est de pouvoir permettre ça. Et là, encore une fois, cette hypocrisie, cette démagogie, ce populisme qui consiste à considérer que le Qatar, c'est le grand méchant loup. Là aussi, alors, interdisons le PSG. Non, mais il faut être cohérent. Et puis... fermons les hôtels qui sont détenus par des fonds qataris. À Paris, il y en a beaucoup, je pense. Fermons les hôtels, ne leur donnons pas de visa, c'est toute l'industrie du luxe qui va s'effondrer. Enfin, soyons cohérents. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce diktat de la société du spectacle. Là, on est à 1 mois de la Coupe du Monde de football. Certains ont envie de s'acheter une place dans la lucarne médiatique. Et voilà, ils se lancent dans un buzz qui, je crois, et je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi, est à des années-lumière des préoccupations des Français. Bien sûr. Ouais, très rapidement. Moi, je trouve très dommage qu'on prenne ce genre de décision à la veille, en effet, d'un événement. Je suis très triste pour tous ceux qui auraient aimé pouvoir vivre l'événement comme ils le vivent régulièrement, avec des fan zones, avec l'esprit de fête qui accompagne effectivement une Coupe du Monde. C'est complètement débile. Je constate aussi, mais malheureusement, qu'on est un peu dans une période où globalement il y a une espèce de phénomène d'échelle de perroquet. Il y a que dès qu'il y a un sujet qui devient un peu politique, un peu polémique, chacun est dans sa surenchère. On le voit sur la question de la sobriété énergétique. On va avoir même un ministre de l'économie qui met un col roulé, et chacun il va de sa bonne idée, de son bon truc. Moi je fais ci, moi je fais ça, etc. C'est chacun dans la surenchère. Et là tout d'un coup il y a une ville qui dit toutes les villes suivent. Voilà. Et personne ne peut faire le contraire en fait, parce que maintenant il y a plein de gens dans les villes qui vont dire mais toi pourquoi toi donc tu soutiens le Qatar si tu fais une fan zone. On rentre dans des trucs qui sont complètement hystériques. On ne sait plus comment la pensée du politiquement correct envahit tout ça. On ne sait plus comment s'en affranchir. Et vous avez une formule, pardonnez-moi, il y a une formule de Albert Camus qui était très forte, qui disait la chose suivante, il disait l'équilibre est un courage. Plus que jamais aujourd'hui dans cette ère par le général de Villiers dans un livre. Des radicalités, effectivement, mais dont la source est Albert Camus. L'équilibre est un courage. Aujourd'hui, c'est facile de tomber dans une position radicale. C'est facile, ça vous donne du buzz, ça vous permet d'exister dans un écosystème, ça vous permet d'avoir des fans, mais la position d'équilibre, celle qui consiste à être raisonnable sans être dupe, parce que l'équilibre, ce n'est pas la neutralité. Si vous avez une balance et que vous mettez 5 centimes de chaque côté de la balance, elle est en équilibre, mais c'est un équilibre léger. Mais si vous mettez 1 tonne de chaque côté de la balance, c'est quand même un équilibre, mais c'est un équilibre lourd. Et bien aujourd'hui, nous sommes dans une négation de cet équilibre, et tous ceux qui portent cette idée d'équilibre, et il y en a peu aujourd'hui, sont éminemment respectables, parce que c'est la seule voie pour que nous puissions nous en sortir. Écoutez, c'est Martine Aubry qui avait commencé à Lille, parce qu'en plus, économiquement pour les villes, pour Paris, ne pas avoir de fan zone, ça va être un manque à gagner. Par contre, les bars et les restaurants se frottent les mains, parce que vous ne croyez pas que les Français ne vont pas sortir voir les matchs dehors. Évidemment. Donc, à la limite, j'ai envie de dire tant mieux pour le commerce, entre guillemets. Mais vous savez, c'est 2 poids 2 mesures, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur ce plateau. En 2018, c'était en Russie. Vous n'avez entendu personne boycotter les fan zones. Oui, parce que l'annexion de la Crimée avait eu lieu 4 ans avant. Et vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez fait un sondage ou pas sur le Qatar? Non, mais la question. Non, on n'a pas fait de sondage. Peut-être ça peut être une occasion d'une balise pour Sud Radio. On va en parler à notre ami Patrick Roger. Ça serait une bonne idée. Non, mais c'est vrai que la question de la cohérence du discours des politiques, c'est peut-être le fil rouge de notre heure d'échange. Les Français ne supportent pas ou détectent les doubles discours. Le fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Le voile, c'est très bien, on va être en France, c'est un embellissement, mais en Iran, c'est une catastrophe. Ça, c'est quelque chose qui fabrique de la défiance, de la non-participation électorale et ce discours, moins discours de tous pourris de la part des Français
vis-à-vis des politiques, mais un discours de tous impuissants. Parce qu'ils sont dans un double langage, parce qu'on se focalise sur des micro-sujets, on ne résout pas des problèmes de l'heure. Merci à tous les quatre, c'était passionnant cette heure avec vous. Et dans un instant, on va parler rugby féminin. Vous regardez ? On va regarder. Vous regardez le rugby moi, je suis fan de rugby et rugby féminin. J'ai commencé à jouer au rugby, j'ai fait 20 ans de rugby avec des filles. J'ai appris à jouer avec elles. Le problème, c'est que là, la Coupe du Monde féminine, on est une très bonne équipe au passage, est à l'autre bout du monde, donc il faudra se lever à 3h du matin. 3h du matin, les matchs diffusés par. Mais on a une vraie chance de gagner. On fera des spéciales sur radio. On va demander à François Trio. Allez, merci à vous. On se retrouve avec François Trio, entre autres, pour parler de cette Coupe du Monde, Coupe du Monde de rugby féminine. À tout de suite.